Bonjour à toutes et à tous. On va commencer si ça vous va. Merci beaucoup d'être là. On est très heureux de faire cette présentation, cet atelier aujourd'hui. Comme vous le savez, on l'a intitulé, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais sinon si vous le découvrez maintenant, on l'a intitulé « Observer la paix, décrypter la guerre, indicateurs et représentations chiffrées ». L'objectif, c'était de réussir à vous parler aujourd'hui des chiffres qu'on utilise pour comprendre la paix et la guerre. Alors peut-être que c'est pareil, quelque chose que vous découvrez ce matin, la possibilité de mettre en chiffres la paix et la guerre. L'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on discute de ces questions. Pourquoi ça nous a semblé un sujet important ? C'est que, pour vous donner un petit peu de contexte, je vais me présenter un peu plus après, mais je suis chercheuse et j'ai travaillé sur les chiffres qu'utilisent les militaires et les diplomates dans les ministères, donc au ministère des Armées, au ministère des Affaires étrangères, en France et au Royaume-Uni. Et en fait, ce sujet de thèse, je l'ai proposé parce que je voulais observer si il y avait aussi une montée en puissance de l'utilisation des chiffres dans des ministères de la politique étrangère. On sait que c'est le cas, par exemple, dans des sujets, dans des domaines évidents comme la santé ou l'économie. Je voulais savoir si c'était le cas aussi pour la politique étrangère. Il s'avère que oui, on a quand même une montée en puissance de l'utilisation des chiffres pour comprendre l'environnement international. Donc ça veut dire que, si vous voulez, de manière très concrète, tous les jours, les personnes qui travaillent dans les ministères encore une fois des affaires étrangères ou des armées, utilisent des chiffres pour comprendre ce qui se passe dans les relations internationales, pour comprendre la guerre, pour comprendre la paix. Par exemple, ça va beaucoup toucher au nombre de morts dans un conflit. Peut-être que ça peut être des chiffres que vous voyez beaucoup dans l'actualité. Ça peut être aussi le nombre de réfugiés, ça peut être le nombre d'infrastructures détruites. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué, comme on va le discuter, de mesurer la paix. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est deux choses. Et je serai accompagnée pour ça par Thomas Fassler, ici à ma droite. Est-ce que tu veux dire bonjour ? Bonjour. Donc, je suis masterand à l'Institut français de géopolitique et membre du programme Decrypt, donc partenaire du Forum Normandie pour la paix. Et aussi de Branislav. Bonjour. Pardon. Donc l'objectif, j'ai dit, c'est deux choses. C'est en fait de questionner le fait que ces chiffres qui paraissent clairs et objectifs, on va revenir sur ces notions, si ça vous dit pas grand-chose pour l'instant, vraiment pas de panique. Objectif numéro 1, montrer que ces chiffres sont le résultat d'un processus de mise en chiffres. Ça veut dire qu'ils n'existent pas dans la nature. Je ne peux pas me réveiller le matin et observer le nombre de morts, par exemple. Je ne peux pas me réveiller le matin et mesurer la paix comme ça parce que je l'ai décidé. En fait, ça veut dire, un processus de mise en chiffres, qu'il y a des personnes qui décident de mesurer le nombre de morts ou la paix d'une certaine manière. Je vais revenir sur toutes ces questions dans mon introduction. Mince. Et le deuxième objectif d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'en fait, ces chiffres, qui sont omniprésents, ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. C'est un peu comme si, une métaphore qu'on utilise souvent, c'est un peu comme si vous essayiez de comprendre la puissance d'une équipe de foot par le nombre de buts marqués. En fait, ça vous dit quelque chose, mais ça ne vous dit pas grand-chose de manière générale. Vous ne savez pas quelles sont les relations entre les équipes, vous ne savez pas quelles sont les relations à l'intérieur de l'équipe, vous ne savez pas quel joueur, par exemple, a été acheté le plus cher, etc., etc. Donc, ça vous donne une petite impression sur un ensemble beaucoup plus grand. C'est la même chose pour les chiffres qui mesurent la paix ou la guerre. Je reviendrai à tout ça dans la conclusion. Donc, on a une petite intervention en 3 temps. D'abord, on va faire une introduction avec un petit quiz. Donc, on va commencer avec un quiz dès que je finis là dans 2 minutes. Je reviens après sur les modalités. Ensuite,
on aura la présentation de 2 indicateurs de la paix par Branislav et Thomas. Et ensuite, l'objectif, c'est, si vous avez envie, si vous avez des questions à l'issue de nos présentations, c'est de pouvoir discuter. Voilà, on est là pour ça également. Alors, pour commencer avec le quiz, donc, on va utiliser quelque chose qui s'appelle WooClap. Pour ce faire, je vais vous demander de prendre vos téléphones et 2 options. Soit vous vous connectez avec le QR code, soit vous allez sur wooclap.com et vous entrez le code de l'événement. Donc, c'est pas très compliqué. Moi, je peux suivre là sur mon ordinateur le nombre de participants et participantes inscrits. Donc voilà, c'est un petit quiz de 10 questions. Je reviens un peu pour vous présenter le quiz dès qu'on a tout le monde en route. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me l'indiquer, parce que je vois rien moi. Ouais. Du coup, si vous ne voyez pas, c'est wooclap.com, wooclap.com. Ça fonctionne ou pas? Oui? Ok, merci. Pourtant, j'ai pas de participants. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Non, c'est bon, je peux me connecter à mon... Ouais. Ah, waouh! J'ai actualisé la page et ça y est, on est à 146 participants et participantes, donc j'attends encore une petite minute. Ouais, ça doit être... Ok, parfait. Alors, juste 2-3 mots sur les questions. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose à prendre à la cool. Si vous ne savez pas quoi répondre, bon, parfois il y a l'option « je ne sais pas », sinon vous répondez comme vous pouvez. Hein. Il y a pas, en fait, il y a toujours une bonne réponse, voire plusieurs bonnes réponses. Mais voilà, vous faites comme vous pouvez. Et l'idée, c'est de pouvoir partir de ces questions en fait, pour la discussion ensuite. Vous avez 20 secondes pour lire la question, les réponses et répondre. OK? Très bien. Alors, tout le monde est prêt et prête? OK. Alors, c'est parti. Ah bah, j'ai prévenu. Hein. Donc la question, là, c'est pour toi, la paix, c'est... 3 petits points. Une situation qui n'existe plus vraiment, l'absence de violence grâce à des mécanismes et institutions, un temps entre 2 conflits et un accord entre 2 dirigeants. Ah là là, ça va vite, hein. On a perdu une partie des répondants et des répondantes. Vous avez vu, ça va vite, donc il faut y aller vite. La bonne réponse, comme on va le discuter tout au long de l'intervention aujourd'hui, c'était bien la deuxième réponse. A priori, toutes les réponses pourraient potentiellement être discutées et pourraient potentiellement aussi faire être des bonnes réponses. Alors, pour toi, la guerre, c'est un conflit armé, une crise économique, un désaccord politique, une crise sanitaire. Allez, 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 il reste 4 secondes. 3, 2, 1. On en perd toujours une partie, d'après ce que je vois. Alors,
L'idée là, oui, c'est que la guerre, du coup, c'est bien un conflit armé. On va revenir sur la définition dans la présentation. Ceci étant dit, par contre, est-ce que je peux vous demander d'être un tout petit peu plus calme pour que je puisse quand même continuer à vous expliquer des choses tout en faisant le quiz de manière un peu sympa. Merci beaucoup. L'idée avec cette question, c'était aussi de vous montrer que on peut entendre des crises économiques, par exemple, c'est la guerre. On peut aussi entendre d'une crise sanitaire, comme on l'a entendu de la part du président Emmanuel Macron, que nous sommes en guerre. Donc on a aussi un glissement, si vous voulez, et l'utilisation d'une notion dans d'autres contextes. Moi, je suis pour une définition très contraignante de la guerre. Donc c'est un conflit armé avec un but politique. Un désaccord politique, c'est pas forcément la guerre. C'est pour ça que la bonne réponse, c'était la réponse 1. Alors, question 3. Un pays sans guerre est-il forcément en paix? Vrai, faux, difficile à dire. Faut pas répondre trop vite. Ah, c'est intéressant. Alors, on en a encore perdu une petite partie. En fait, la bonne réponse, c'est la 3. Alors, vous... il y avait un petit piège. L'idée, c'est de vous montrer, en effet, qu'un pays sans guerre n'est pas forcément en paix, mais qu'un pays sans guerre peut être en paix par ailleurs. Donc, en fait, c'est plutôt difficile à dire que vrai ou faux. On va revenir encore une fois sur ces questions. 4e question. La principale cause d'une guerre. Les religions, les ressources, les tensions politiques, il n'y a pas une seule cause ou aucune de ces réponses. Ok. En effet, vous l'avez bien senti, et c'est notamment, il y avait un peu la réponse dans les réponses, c'est qu'il n'y a pas une seule cause. En fait, on va le voir, une guerre est toujours politique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir des dimensions liées aux ressources, liées aux tensions religieuses, par exemple, etc., etc. Mais on va le voir, il s'agit toujours d'une instrumentalisation d'une cause pour des buts politiques. Ok, prochaine question. Aujourd'hui, la majorité des guerres sont 1. Entre deux États. 2. À l'intérieur des États. 3. Entre alliances militaires. La bonne réponse, c'était la réponse 2. Alors, la majorité des guerres sont des guerres civiles aujourd'hui, et ce, depuis les années 90. Pareil, ça, je vais y revenir, même si aujourd'hui, évidemment, la guerre en Ukraine nous donne la sensation que, en tout cas, les guerres entre États peuvent revenir. Je reviendrai sur ces dynamiques. Entre alliances militaires, c'est pas exactement ça. Je reviendrai aussi sur cette question. Là, c'est pour vous faire un peu de teasing. Ok. Ensuite, prochaine question. Pourquoi les guerres sont-elles difficiles à arrêter? 1. Manque de volonté de la part des hommes et des femmes politiques. 2. Trop d'acteurs impliqués. 3. Intérêts opposés. 4. Car les hommes sont violents naturellement. Les hommes avec un grand H. N'oubliez pas que vous pouvez choisir plusieurs réponses. Hein. Ah bah je l'ai dit au départ, hein, fallait écouter. Ok. Eh bien, c'est les réponses 1, 2 et 3. Je suis désolée de décevoir celles et ceux qui pensent que nous sommes violents et violentes naturellement. C'est une théorie qui a été critiquée et discutée très longuement dans la littérature. C'est faux. On peut revenir sur cette question dans les questions ensuite, après la présentation, si vous le souhaitez. Question 7. Je pense qu'il est possible de mesurer, égale mettre en chiffres la guerre. Là, je vous demande votre avis. C'est-à-dire que si vous pensez que ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi dire faux. Ce n'est pas bonne réponse ou mauvaise réponse.
Ok, donc une majorité de vrais. Eh bien, j'espère que Thomas et Branislav pourront vous parler plus en détail de cette question, moi-même aussi. Ensuite, je pense qu'il est possible de mesurer, c'est-à-dire mettre en chiffres la paix. Là, vous avez quand même petite réponse avec la présentation d'aujourd'hui, mais vous pouvez quand même penser que c'est pas possible. Ah, c'est... Ok, donc là, c'est très divisé. Ça va être super bien. Écoutez, on va voir ce que vous pensez de ça à la fin de nos présentations. Je serais vraiment curieuse d'avoir en plus vos ressentis sur la question une fois qu'on aura discuté tous ensemble. Question 9. Mesurer la paix, je pense que ça peut servir à... N'oubliez pas qu'il y a plusieurs réponses possibles. Classer les pays entre eux, comprendre les situations ou prévoir le risque de conflit. Eh bien, en fait, c'était toutes les réponses. Eh ouais. En fait, la question du classement, elle est hyper importante. Vous allez le voir à travers les exemples de Thomas et Branislav. Même si, en fait, toutes les réponses sont a priori bonnes, même si la troisième, en fait, c'est extrêmement discuté. C'est-à-dire qu'on dit que ces indicateurs pourraient servir à prévoir les conflits. En fait, comme vous vous en doutez, c'est extrêmement compliqué de prévoir les conflits, mais ça, pareil, on pourra en discuter plus en détail dans nos échanges. Ok, dernière question. Quels éléments puis-je utiliser pour un indicateur sur la paix ? 1. Dépenses militaires. 2. Niveau d'éducation. 3. Stabilité politique. 4. Démographie. 5. PIB. Ok, alors vous gardez bien en mémoire vos réponses à cette question, parce qu'on va y revenir aussi. Et d'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à intervenir quand on va faire nos présentations. Toutes les réponses étaient bonnes, même si, on va le voir, ça dépend de ce qu'on choisit pour faire cet indicateur sur la paix. Mais a priori, dans la plupart des indicateurs sur la paix qui existent, on retrouve tous ces éléments. Voilà. Ok, maintenant qu'on s'est mis un peu en jambes, on va passer à une petite introduction avec une définition des termes de ma part. Ensuite, je vais donner la parole à Branislav et ensuite, je donnerai la parole à Thomas. On conclura rapidement et on fera des échanges, je l'espère, très intéressants. Merci beaucoup. Ok, attendez, je bois juste un petit coup et je reviens tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gourde ? Ok, je vais revenir un peu de manière plus détaillée sur le pourquoi du comment des réponses à ce quiz et aussi pourquoi c'était intéressant de vous poser ces questions avant de commencer à discuter. Donc, une des premières étapes pour comprendre des indicateurs sur la paix, évidemment, c'est de définir la paix. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une se souvient de la définition qui est mentionnée dans le quiz ? Ouais. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort ? Oui, tout à fait. Donc, la paix, a priori, c'est l'absence de violence grâce à des mécanismes et des institutions. En fait, vous imaginez bien que la paix, ça a fait l'objet de beaucoup de débats et que, disons que la définition stabilisée aujourd'hui, c'est une situation où il n'y a pas de violence organisée entre groupes, État, population, et où les individus vivent en sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas menacés. Ça, c'est extrêmement important. Depuis, en fait, les années 70 et les travaux d'un sociologue, est-ce que vous voyez ce que c'est la sociologie à peu près ? Ok, très bien. Donc il y a un sociologue norvégien qui s'appelle John Galtung qui a travaillé sur les questions de paix et lui il distingue entre la paix négative et la paix positive.
Donc, la paix négative, c'est l'absence de guerre, c'est-à-dire pas de combat. Donc on est vraiment dans une définition très simple, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire et il n'y a pas de combat, et c'est la définition qui a été, si vous voulez, la plus commune jusqu'aux années 70 environ. Lui, il dit, je pense que quand même, c'est aussi une question d'avoir des institutions et que les individus se sentent en sécurité. C'est ce qu'il a appelé la paix positive. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait absence de violence pour qu'il y ait la paix. Il faut que on trouve des éléments dans les sociétés qui ont trait à la justice sociale, au fait que les droits des populations à l'intérieur de la société, et notamment des minorités, sont respectés, mais aussi que l'État soit impliqué dans des logiques de coopération. Donc ça peut être des logiques de coopération, par exemple, dans le gouvernement, même si c'est toujours un peu conflictuel de faire de la politique, mais qu'il y ait au moins des mécanismes qui existent pour que la coopération ait lieu, mais aussi des mécanismes de coopération avec une certaine inscription de l'État dans le système international. Donc ça veut dire participer à des institutions comme l'Union européenne, mais aussi l'ONU, voire même des alliances militaires, puisque une des raisons d'être des alliances militaires, a priori, même si on peut aussi le discuter si vous en avez envie dans les questions-réponses, c'est d'établir la paix. Et évidemment, vous voyez que c'est toujours un équilibre assez compliqué à défendre. L'idée, si vous voulez, en disant ça, c'est qu'un pays qui n'a qu'une paix négative, c'est-à-dire là où il y a absence de justice sociale, absence de droit, absence de ces logiques de coopération, eh bien, il peut sombrer dans la violence et la guerre. D'accord ? Ça, c'est une idée qu'il faut que vous reteniez pour la suite et qui explique pourquoi on mesure le niveau de paix. J'y reviendrai. Le pendant, c'est peut-être de dire, alors qu'est-ce que la guerre ? Est-ce que quelqu'un se souvient de la définition du quiz ? Ouais, dites-moi. Oui, tout à fait. Un conflit armé, je vais même rajouter quelques éléments. C'est un conflit armé, et j'insiste sur la dimension armée parce que très souvent on va entendre notamment des médias, des hommes et des femmes politiques, un conflit. En fait, c'est régulièrement un conflit armé, d'accord ? Une guerre, c'est un conflit armé, c'est-à-dire qu'il y a combat et violence explicite. Moi, je peux être en conflit avec Thomas, par exemple, parce que, je sais pas, il a raté le train et ça me stresse, mais on va pas être en guerre pour autant. Donc, un conflit armé organisé entre des acteurs ou des actrices politiques, donc État ou groupe, avec usage de la violence pour des objectifs politiques ou territoriaux. Et là, j'insiste vraiment sur ces objectifs. C'est-à-dire que l'objectif peut être de gagner du territoire, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment un peu la raison d'être des guerres de manière historique. Mais la plupart du temps, c'est aussi des objectifs politiques. Ça veut dire que les acteurs vont essayer de gagner du pouvoir, de la reconnaissance sur la scène internationale en faisant des guerres. Pourquoi j'insiste sur cette question ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va entendre beaucoup de qualificatifs comme guerre religieuse, guerre ethnique. En fait, ça n'existe pas. C'est des acteurs politiques qui vont mobiliser des référents religieux ou des référents ethniques, par exemple, mais a priori, guerre religieuse, guerre ethnique, ça n'existe pas, même si vous entendez le terme utilisé partout, vous l'enlevez de votre tête et vous rajoutez à dimension religieuse ou ethnique. C'est important parce que ça évite de naturaliser les conflits et de dire, par exemple, que les religions sont foncièrement violentes ou que certaines ethnies sont foncièrement violentes, d'accord ? C'est pour ça qu'on fait la différence. Ok. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une guerre ? N'importe laquelle. En Iran, ouais. En Ukraine, ouais. Et historiquement, est-ce que ça vous... Pardon ? Oui, tout à fait. Je m'attendais à ce que ça vienne plus vite, surtout en Normandie. Mais en effet, la Seconde Guerre mondiale.
comme je vous l'ai indiqué dans le quiz, la majorité des conflits sont maintenant à l'intérieur des États et non plus entre États. Ça, c'est quelque chose d'assez important. À la fin de la guerre froide, on observe une dynamique, il y a un changement. Maintenant, les conflits majoritaires sont des conflits dits de guerre civile. Vous avez vu que je vous ai dit de ne pas utiliser conflit et je l'ai marqué à la ligne d'après. J'aurais dû relire un peu mieux mon PowerPoint. Donc la majorité des conflits armés sont à l'intérieur des États et non plus entre États. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acteurs que juste des États qui font la guerre, d'accord ? Donc des acteurs qu'on va appeler non étatiques qui utilisent des moyens conventionnels. Des moyens conventionnels, c'est l'armement. C'est un tank, c'est des fusils, des bombes, des missiles. Et non conventionnels, ça va plutôt être des armes chimiques, l'arme nucléaire, etc. Ils peuvent mener des attaques visibles, donc des bombardements, mais aussi des attaques moins visibles, comme par exemple des cyberattaques. Et les guerres peuvent être courtes, longues. En fait, tout ça pour vous dire que c'est un sujet extrêmement vaste et que on pourrait en discuter très longtemps, mais que du coup, ça pose plein de questions sur comment on peut la mettre en chiffres. Ok, je vais aller un peu plus vite. La seconde étape, c'est peut-être que à ce stade, vous vous dites, bon, d'accord, paix, guerre, ok, on a, mais qu'est-ce que c'est un indicateur ? Alors très simplement, un indicateur, c'est un chiffre ou une donnée qui permet de mesurer une situation et de la comparer. On a aujourd'hui un recours croissant aux indicateurs, c'est ce que je vous mentionnais quand on a commencé à discuter, car le fait de mettre en chiffres des informations, ça permet a priori, comme on l'a explicité dans le quiz, de comprendre simplement une réalité complexe, de comparer des régions ou des périodes ou des pays, et de suivre une évolution, donc du progrès, la stagnation, peut-être la dégradation d'une situation. Là, on est vraiment sur les indicateurs classiques, d'accord. Est-ce que vous avez une idée d'un indicateur dont vous avez sûrement entendu parler, notamment dans vos cours de SES, si vous avez encore ça ? Oui ? Ouais, le PIB, exactement. C'est un très bon exemple. Est-ce que quelqu'un en a un autre ? C'était un peu celui que j'avais... Oui, dites-moi. Pardon ? Ouais, exactement. Vous pouvez détailler ce que c'est IDH pour vos copains, copines qui ne connaissent pas ce que c'est ? Ouais, c'est ça. Et j'ai vu une autre main qui s'était levée, quelque part. Non ? Ok. Oui, bah, tout ça, c'est des indicateurs en effet. Alors, c'est là que je vais avoir besoin de vous et je vais avoir besoin que vous soyez attentifs. Vraiment, l'objectif principal d'aujourd'hui, c'est de comprendre que ces indicateurs, c'est ce qu'on appelle des constructions sociales. Très concrètement, c'est deux mots, un tout petit peu compliqués pour dire que c'est des personnes qui décident en fait, de mesurer quelque chose à un moment donné. Par exemple, le calcul du PIB, il n'existait pas comme ça, on ne l'a pas trouvé par terre. C'est des gens qui se sont dit, OK, pour calculer le PIB, on va faire comme ça. Et d'ailleurs, le calcul du PIB a changé depuis qu'il existe. C'est des gens qui un jour se sont dit, ah bah ça serait bien d'avoir un indicateur qui permettrait d'indiquer la puissance économique d'un pays. D'accord ? Donc ils n'existent pas dans la nature. Et ça veut dire que quand on choisit une chose à mesurer, par exemple la puissance économique d'un pays, dans le cas du PIB, il y a plein de possibilités. Là, aujourd'hui, l'indicateur dominant, c'est le PIB, mais ça pourrait être autre chose. D'ailleurs, on peut choisir autre chose par ailleurs. En fait, c'est un peu comme si vous avez une des comparaisons qui est très utilisée dans la littérature, c'est de dire que faire un indicateur, c'est un peu comme suivre une recette de cuisine. Je vais réutiliser cette comparaison un peu plus tard quand je vais conclure. C'est que pour faire un même gâteau, donc pour calculer une même chose, il y a différentes recettes qui utilisent différents ingrédients et ça va donner, à la priori, le même gâteau, mais qui n'aura pas le même goût, on est d'accord.
mais du coup qu'on peut avoir un même point de départ, qui sera aussi le point d'arrivée, mais on peut y arriver différemment. Ok ? J'y reviendrai. Hein. Je vous propose de mettre les deux définitions ensemble maintenant. Qu'est-ce qu'un indicateur pour la paix et qu'est-ce qu'un indicateur sur la guerre ? Une définition très générale serait de dire que c'est une donnée chiffrée qui permet d'évaluer le niveau de violence d'un pays ou d'une région, de mesurer la stabilité d'un pays ou d'une région, de comparer les situations entre différents pays et différentes régions. Vous voyez, là, on retrouve des termes qui sont éminemment liés un peu aux mathématiques, évaluer, mesurer, comparer. C'est tout à fait l'objectif de ces indicateurs. On peut utiliser des indicateurs dits bruts. Ça veut dire des indicateurs qui sont des chiffres plutôt simples, mesurés directement, qui ne requièrent pas des calculs très compliqués. Donc, par exemple, le nombre de tanks sur un champ de bataille. Ça, on peut le faire a priori en observant, et encore, ça peut être sujet à définition, puisque ça dépend de ce qu'on considère comme un tank, d'accord ? Vous allez dire, c'est plutôt évident, en fait, ça pose plein de questions. C'est pas hyper grave, je vais pas rentrer dans les détails. Mais ces indicateurs bruts, en fait, ils disent pas grand-chose. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur le nombre de buts d'une équipe de foot. Si on utilise juste ces indicateurs, par exemple le nombre de tanks sur un champ de bataille, on ne comprend pas grand-chose au conflit qui est en cours. Donc, il y a ce qui s'appelle des indicateurs agrégés. Ça veut dire qu'on va mettre différents indicateurs bruts ensemble à travers un calcul et des modélisations pour aboutir à un indicateur qui va mesurer ce qu'on cherche à mesurer, en l'occurrence, très souvent la paix. La guerre, on se contente d'indicateurs bruts, ce qui est assez surprenant, d'accord ? Notamment l'indicateur préféré qu'on va entendre beaucoup dans la presse, mais aussi qui va être utilisé par des ONG humanitaires, c'est le nombre de morts. On pourra y revenir si vous voulez dans les questions-réponses. C'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié dans mes recherches aussi et qui est loin d'être évident. En fait, le nombre de morts, c'est beaucoup moins évident qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas juste de compter un corps. On pourra y revenir encore une fois. OK. Les indicateurs agrégés, ils combinent et additionnent plusieurs indicateurs bruts pour donner un chiffre final qui aide à comprendre le degré de paix. L'objectif, c'est de comprendre, voire de prédire le risque de guerre ou de violence. Je résume très brièvement, et après je laisse la parole à mes collègues parce que j'ai assez parlé. L'idée c'est, ok, je veux faire un indicateur pour la paix, quelles sont les différentes étapes ? La première étape, c'est que je vais choisir ce que je considère comme faisant partie de ma définition de la paix ou de la définition de mon institution, vous allez le voir, ou du risque de violence et de guerre. Donc par exemple, moi je vais dire, bon bah oui, ça a trait à l'économie, l'éducation, la démographie, mais aussi maintenant l'environnement. Donc ça va être les 4 dimensions que je vais prendre. Ça, c'est ma recette. 2, je vais ensuite choisir quels indicateurs bruts permettent de rendre compte de ces dimensions. Donc par exemple, si je prends la dimension environnement, comment je peux comprendre cette dimension en chiffres ? Bon, bah, ça va être le nombre de catastrophes environnementales qui ont eu lieu. Le nombre de tornades, par exemple, le nombre de tremblements de terre, le nombre d'inondations plutôt si on reste sur le territoire français, le nombre d'incendies, de feux de forêt, le nombre d'hectares touchés, le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes délocalisées. Ça, peut-être, on va dire que je m'arrête là et que ça me fait à peu près une bonne dimension environnementale. Ça, c'est les ingrédients. Et ensuite, je choisis un calcul qui permet d'additionner tous ces indicateurs ensemble, donc mes différentes dimensions, et de le transformer en un ou plusieurs chiffres finaux qui peuvent prendre la forme, la plupart du temps, d'un classement, mais aussi de cartes, d'indices, de pourcentages, de tableaux, de graphiques. Vous allez le voir avec les exemples qui vont suivre. Donc ça, c'est le temps que ça passe au four, en gros. Et à la fin,
choisi la méthode de visualisation. J'ai un peu divulgaché ça en vous parlant des cartes, etc. Ça, c'est plutôt la présentation du gâteau. Donc là, vous voyez bien que ces 4 étapes, elles permettent d'obtenir des gâteaux de la paix très différents. Si je choisis d'autres dimensions, ça ne va pas du tout donner la même chose. Et en fait, même si on avait les mêmes 3 premières étapes, mais qu'on choisissait des méthodes de visualisation différentes, par exemple de faire un classement plutôt qu'une carte, on obtiendrait quelque chose d'autre. Donc chacune de ces étapes compte pour avoir quelque chose de très différent. Je vous propose de voir ça tout de suite à travers 2 exemples. Et d'abord, c'est Branislav qui va prendre la parole. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous voyez, je suis Branislav Staniček. Je travaille au Parlement européen dans le centre de recherche qui prépare l'indice de Normandie de la paix depuis l'année 2019. Pourquoi on le fait? Parce que au début, il y avait une réflexion comment mesurer la paix quand l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix. Quelqu'un se souvient en quelle année c'était? Je dois regarder sur Internet. Mais c'était en année 2012. Et comme c'était une question très importante, à la fois pour la région de Normandie et le Parlement, nous avons décidé ensemble de collaborer avec ce qu'on appelle le Centre de recherche European Parliamentary Research Service, EPRS en anglais. Bon, je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc, à l'entrée, vous avez pu prendre cette étude. Je crois qu'il y en a encore quelques copies, peut-être en anglais ou en français. Et c'est le résultat de notre collaboration avec la région de Normandie et aussi un institut en Australie qui est spécialiste des indices. Et je vais vous expliquer comment nous avons un peu cuisiné l'indice de Normandie de paix, ce qu'il disait là tout à l'heure mon collègue. Donc, si vous regardez dans cette brochure, il y a des indicateurs qu'on peut aussi voir ici sur notre vision graphique. Donc, on a 11 indicateurs. Vous voyez ça en haut. Le changement climatique, sécurité, de cyber, la criminalité, les crises économiques, insécurité énergétique, les États fragiles, démocratie, désinformation, terrorisme, les conflits et les armes de destruction massive. Pourquoi on a choisi ces indicateurs? C'est parce que en l'année 2006, il y avait une étude de la Commission sur les menaces que l'Union européenne doit gérer à l'étranger. Et parmi ces menaces, ces 11 étaient marquées comme les menaces les plus importantes. Il faut aussi dire qu'il y a des indicateurs, donc ces 11 choses, on les appelle les indicateurs, mais parmi ça, il y a aussi des sous-indicateurs. Par exemple, il y en a 2, les crises économiques et la sécurité énergétique sont divisées en 2. Donc, disons qu'en sécurité énergétique, il y a 2 sous-indicateurs. Un, c'est le niveau d'exportation nette d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a un pays comme l'Arabie Saoudite, ils ont une grande exportation du gaz et du pétrole, mais ils importent moins, donc on peut calculer quelle est l'exportation nette. L'autre sous-indicateur, c'est la production d'électricité par habitant. Pourquoi c'est important? On voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle que l'électricité est de plus en plus un bon indicateur à la consommation de développement, mais aussi de paix. Parce qu'il y a des pays où la consommation d'électricité est complètement disruptée ou interrompue
disons en Ukraine aujourd'hui, où les centres électriques sont bombardés, où vous avez des pays en Afrique subsaharienne. Donc la consommation par habitant d'électricité, c'est un très bon indicateur. Les crises économiques, donc les deux sous-indicateurs. Le premier, c'est les emprunts non payés, donc le pourcentage des emprunts qui sont non payés. Ça indique la fragilité interne des ménages ou des collectivités locales, des institutions publiques. Et l'autre sous-indicateur, c'est l'endettement public par rapport au PIB. Donc, vous voyez, en France, l'endettement actuel, c'est à peu près 115%. En Europe, la zone euro autour de 100%, mais il y a des pays où ça peut être moins important ou plus important. Il y a peut-être des pays qui sont extrêmement endettés et on voit ça dans ces indicateurs. L'autre chose que je voudrais dire, là, en introduction, comme on a dit tout à l'heure, on pourrait choisir d'autres sous-indicateurs, par exemple l'inflation. Pourquoi l'inflation pourrait être un très bon indicateur de paix? C'est qu'il y a des recherches sur 250 ans aux États-Unis, donc depuis la création des États-Unis, où on voit que l'inflation a une tendance augmentée pendant les périodes de guerre et diminuée pendant les périodes de paix. Concrètement, dans les derniers 250 ans, aux États-Unis, en moyenne, pendant la guerre, donc le temps de la guerre, l'inflation était à 7,7%, donc plus élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autour de 2%. Par contre, pendant la période de paix, en moyenne, les prix étaient en désinflation, c'est-à-dire ils ont diminué de 3%. Donc vous voyez l'écart, inflation, désinflation, période de guerre, période de paix. Pourquoi c'est ainsi? Il y a une explication relativement facile, que pendant la période de guerre, il y a une compétition beaucoup plus grande pour les ressources naturelles, le charbon, l'acier, le caoutchouc pendant la Première, Seconde Guerre mondiale, les produits chimiques aujourd'hui. Et aussi, il y a beaucoup plus grande pression sur le main-d'œuvre parce qu'une grande partie de main-d'œuvre est sur le front, donc ce sont les soldats. Et donc, ça pousse les prix à augmenter. Donc, à la fois les prix des matières premières, mais aussi le prix de main-d'œuvre, donc le prix de travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'inflation moyenne aux États-Unis était de 20% par an. Oui. Donc, c'est un indicateur qui pourrait être inclus, mais nous, on ne l'a pas fait. Mais on a choisi d'autres choses. Ce tableau que vous voyez sur les écrans, c'est le site qu'on a fait au Parlement européen. Vous pouvez trouver ça sur Google en cherchant Indice Normandie infographique. Okay? Ou bien vous pouvez le mettre en anglais Normandy Index Infographics et vous arrivez là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous donne une version assez amusante où vous pouvez jouer, vous pouvez calculer soit un indicateur ou l'ensemble par pays, par région, par l'année, etc. Donc, j'avance un petit peu avec un exemple d'Iran. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, évidemment, il y a une guerre, disons, assez importante. Maintenant, il y a une trêve de 2 semaines. Mais j'ai pris cet exemple pour vous montrer comment nous, au Parlement, comment nous calculons, je dirais, la paix ou menaces sur la paix. Donc, l'Iran a note globale 4,4. La meilleure note, c'est 10. Et la pire, c'est, disons, 1 ou 0.
Et le 4 et 4, c'est la moyenne des 11 indicateurs. Donc chaque indicateur a une note. Et puis on fait la moyenne, voilà. Si vous regardez Peace Profile, donc Iran c'est en bleu, et quand ça va vers le centre c'est 0, le cercle que vous voyez là, donc au centre c'est 0, et à l'extrémité du centre ça signifie 10. Donc par exemple l'Iran a quasiment 0 dans l'indicateur conflit violent, ce qui est assez compréhensible parce que voilà, il y a la guerre. Climate change, le changement climatique, c'est à peu près 5 au milieu, c'est-à-dire il y a des menaces qui sont de la nature du changement climatique. Par exemple, il y a des constraintes sur l'eau potable à Téhéran, dans d'autres régions de l'Iran. Donc ça se montre bien dans ce graphique. Vous voyez, terrorisme, c'est aussi moins bien que la moyenne de la région. Maintenant, c'est Middle East région, c'est-à-dire c'est les pays qui sont autour de l'Iran, comme Arabie Saoudite, Koweït, etc. L'Iran, par contre, est très fort. Quelqu'un peut me dire dans 2 indicateurs où le bleu est mieux que l'orange, c'est-à-dire où l'Iran se situe mieux que la région, la moyenne régionale, c'est énergie, c'est-à-dire ils sont pas fragiles en énergie, c'est aussi assez logique parce qu'il y a beaucoup de gisements à la fois du pétrole et du gaz, donc ça nous montre cet indicateur. En sécurité énergétique, il n'y a pas de problème. Et au niveau de crise économique, comme l'endettement est relativement bas par rapport aux autres pays, il se porte assez bien. Donc, vous voyez ici, avec cet exemple d'un pays comme l'Iran, comment vous pouvez utiliser cet outil qui est accessible au public large, même si vous faites une présentation sur un pays, vous pouvez aller sur ce site, vous trouvez tout ça online. Je continue un petit peu. Voilà. Donc, ici, c'est... qu'est-ce qu'on voit ici? En orange, c'est le résultat total. C'est un petit peu avec des caractères petits. Mais vous pouvez le voir soit dans des brochures, soit vous pouvez aller online aussi. Ici, c'est, je crois, vers la page 12. Oui, exactement, page 12. Et ça montre le résultat de l'année 2025 des indicateurs qui étaient composés. Là, c'est le résultat final de tous les indicateurs. Et un classement mondial des pays avec l'Union européenne. Okay? Donc, on voit que le meilleur est la Suisse. Pourquoi? Parce que depuis quelques centaines d'années, évidemment, il n'y a pas eu la guerre, mais aussi la Suisse se porte bien dans tous ces sous-indicateurs. Vous voyez, comme la crise économique, il n'y a pas très grand terrorisme. C'est un pays assez résilient en désinformation. Bon. Donc, ils ont la note globale 8,52. Donc, ils n'ont pas 10 sur 10, mais ils ont 8,5, ce qui est pas mal. Ensuite, on voit qui? Vous avez des yeux. On voit. Ah oui, c'est très long. Donc, je vais lire les 10 premiers pays. Le premier, c'est la Suisse, ensuite Norvège, Islande, Nouvelle-Zélande, Australie, Mauritius, Canada, Uruguay, Malaysia et EU27. Donc, l'Union européenne, avec la France, se porte assez bien. Nous sommes aux 10e position. Ça montre que globalement,
l'Union se porte bien dans l'ensemble du monde. Okay? Et le pire, je vais lire pour ceux qui n'ont pas notre étude en papier, le pire c'est l'Afrique centrale, ensuite Afghanistan, Somalie, Tchad, Syrie, Mali, Yémen, et le Soudan du Sud. Bon, évidemment, même en suivant rapidement les news à la télé, on peut comprendre qu'il y a à la fois soit des conflits vraiment militaires, des guerres civiles, insécurité de tout genre dans ce pays-là. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que dans les deux graphiques qui sont un peu à droite, donc le vert et le bleu, j'ai mis comme exemple deux sous-indicateurs pour vous, ok? Parce que ici, le premier, c'était l'ensemble des indicateurs, résultat final, et ici, les sous-indicateurs. Donc, le premier en vert, c'est résilience à la désinformation, où l'Union européenne se porte assez bien, si ma mémoire est bonne. On était vers 26e place. Donc, on n'est plus au 10e, comme dans l'ensemble, mais on est relativement bien, on est meilleur que la moyenne mondiale. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a une éducation assez solide, les gens ont un parcours comme vous, les lycéens, donc on ne peut pas vous tromper si facilement que quelqu'un, je dirais, dans un autre pays. Hein. Si je vous raconte n'importe quoi, vous n'allez pas le croire si rapidement. Par contre, ça j'ai aussi tiré comme un bon exemple, d'indicateur. C'est l'indicateur, la carte bleue. Ça montre la fragilité énergétique. Donc, et là, l'Union européenne est presque à la fin. Hein, même moi, je vois pas là parce que c'est très loin. Combien? 129. Yeah, on est 129e dans le classement mondial dans le domaine insécurité énergétique. Quelqu'un pourrait me dire pourquoi? Ou un peu au pif? Peut-être, je veux pas. Quelqu'un qui conduit déjà la voiture sait que les prix de diesel ont augmenté, plus que 2 €. Donc, on n'a pas évidemment beaucoup de gisements du pétrole ni de gaz dans l'Union européenne. Donc, l'insécurité énergétique est assez forte. L'autre chose qui est intéressante, c'est que l'année suivante, donc, quand on va faire l'indice 2026, je crois que l'Union va encore baisser dans cet indicateur pourquoi? Parce qu'il y a la crise iranienne et le prix du gaz, du pétrole ont augmenté énormément. Avant la guerre en Iran, nous avons eu pétrole à 60 $, maintenant autour de 100. Mais je pense que jusqu'à l'année 2027, on est assez fragile dans ce domaine. L'autre aussi petite chose, quand on voit ça dans les détails, nous n'avons plus, par exemple, des raffineries spécialisées en kérosène, un grand nombre dans l'Union européenne. C'est-à-dire nous sommes obligés d'importer kérosène, qui est un peu le fuel pour les avions. Donc, si vous voulez partir en été, achetez vos billets déjà maintenant, avant que les prix n'augmentent. Par contre, il y a des pays comme, je dis la Colombie, parce qu'il y a mon collègue qui vient, que c'est avant les générations venaient de Colombie. En Colombie, c'est un pays qui est autosuffisant, à la fois en énergie, en kérosène. Ils ont fait des nouvelles raffineries pour diesel.
Donc, ils sont capables d'accepter les chocs externes dans le domaine de l'énergie assez facilement. Donc, je pourrais déjà prédire qu'en 2026, la Colombie va monter dans la résilience énergétique et l'Union européenne, évidemment, va baisser. Ce qui va influencer ensuite le placement final et global qu'on a vu au début. Donc voilà, c'était un peu une présentation très rapide et globale de l'indice Normandie. Je vous félicite parce que vous êtes tous normands et l'indice porte ce nom. J'espère qu'on va continuer encore cette collaboration avec la Normandie et la région qu'on fait déjà depuis 2019. Et peut-être on se voit ici l'année prochaine. Alors, maintenant, je vais vous présenter un autre indice, donc fait par ce fameux groupe de réflexion australien qui participe aussi au Forum mondial Normandie pour la paix. L'objectif, en présentant cet indicateur, c'est aussi de discuter des chiffres. Comment est-ce que les chiffres sont récupérés, rentrer un peu plus dans le détail du process de calcul. Et voilà, on va poser beaucoup de questions, pas forcément répondre à tous. Je vais essayer de faire vite, comme ça on va garder un peu de temps pour les questions-réponses. Donc voilà. Je parle assez fort, c'est bon? Nickel. Donc en fait, cet indicateur, donc, qui s'appelle le Global Peace Index, a été créé en 2007 par un entrepreneur australien qui s'appelle Steve Kilelea. Et c'est un entrepreneur dans la tech. Voilà. L'objectif de cet index, c'est de mesurer l'état de la paix dans 3 domaines. Je vais vous demander de les noter ou d'y penser parce qu'on va y revenir assez régulièrement. Donc c'est la sécurité sociale et la sécurité, l'extension des conflits internationaux et le degré de militarisation. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un think tank? Non, vous ne savez pas? C'est normal. Un think tank, c'est un centre de réflexion qui est une sorte de centre de recherche privé composé d'experts, de chercheurs, et qui peut avoir comme objectif d'émettre des recommandations, des conseils, et ces recommandations peuvent être soit publiques, soit privées. Par exemple, un grand think tank français, ça peut être l'IFRI, l'IRIS, que vous avez peut-être entendu dans vos cours, ou que si vous vous intéressez à cette question, vous tomberez peut-être dedans. Donc les données qui sont récoltées pour cet indice, à la fois de ce think tank, donc de ce sac de réflexion privé, qui a été, comme dit, fondé par un entrepreneur australien, et aussi un groupe de chercheurs, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle le Economic Intelligence Unit, donc l'unité de recherche, enfin de renseignement économique, qui lui fait partie d'un groupe qui s'appelle The Economist, que vous connaissez peut-être pour le journal britannique du même nom. Donc cet indicateur, donne une définition de la paix. La définition de la paix comme l'absence de la violence ou la peur de la violence. On va faire un petit test, savoir si vous avez bien suivi l'introduction par Louise. À vote à main levée, est-ce que vous pensez que c'est positif ou négatif? Une paix positive ou négative? On va commencer paix positive. Qui pense que c'est une paix positive? Ah pardon, vous voulez que je répète? Donc l'absence de la violence ou la peur de la violence. Est-ce que c'est pour vous une paix positive à lever de main? Ou une paix négative? C'est bien. C'est bien une paix négative en effet. Félicitations. Hop, oh pardon, je suis allé trop vite. Donc, pour rappeler, un indicateur, donc c'est un chiffre ou une donnée qui permet de mesurer ou de comparer une situation. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Dans 10 minutes, on va vous laisser le temps pour poser vos questions. Donc, cet indicateur regroupe 23 sous-indicateurs, donc qui sont à la fois bruts et agrégés, et qui regroupent à la fois des données qu'on dit quantitatives ou qualitatives. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est la différence entre les deux? Oui? Je vais quand même vous donner une définition. Donc une donnée quantitative, c'est tout ce qui peut être mesuré, compté. Donc comme l'a dit Louis, ça peut être le nombre de morts, le nombre de chars. Et évidemment, comme vous l'aurez compris, ces données brutes, même si elles sont comptées, peuvent être aussi sujettes à interprétation. Les données qualitatives, c'est descriptif, c'est des choses qui sont observées, mais qu'on ne peut pas mesurer.
Et donc en fait, on les fait apparaître dans des catégories. Par exemple, sur les conflits, on peut trouver des données comme le temps de la durée du conflit, le nombre de participants, ou des données plus qualitatives. Comment est-ce qu'on mesure la stabilité politique? C'est pas un chiffre, c'est une catégorie qu'on a choisie, et on va donner un chiffre, une valeur par rapport à cette mesure. On va y revenir évidemment. Donc là, en fonction des 3 domaines que cet indicateur souhaite calculer, on retrouve par exemple dans la sécurité les manifestations violentes. Donc pareil, comment est-ce qu'on définit une manifestation violente? Il y a une définition et après on compte. Mais la définition relève d'un choix. C'est-à-dire que peut-être que moi j'ai une définition de la manifestation violente qui n'est pas la même que vous. Pour le conflit, ça peut être la durée de la conflit ou la relation au voisinage. C'est la même question, comment on fait pour mesurer la relation avec son voisinage. Ou bien la militarisation, le nombre de personnel militaire, ou bien les dépenses militaires. On va faire un exemple un peu plus précis pour cette donnée. Bon, je vais aller un peu plus vite comme ça. Mais par exemple, il y a aussi la question de la disparition de la donnée. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez, je ne pense pas, mais je vais vous le lire. Il y a tout en bas de militarisation, dans la 3e colonne, il y a Nuclear and Heavy Weapons Capabilities. Donc par exemple, on peut chercher combien de têtes nucléaires un pays peut avoir. Mais je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président Macron il y a quelques mois. La France a décidé d'arrêter de mettre public ces chiffres. Donc maintenant, ces chiffres seront des estimations. Il y a aussi la question de l'actualité de la donnée. Il y a quand on regarde la méthodologie de recherche, il y a des données qui en fait sont plus anciennes, de 2023, 2024. Donc ça pose aussi des questions sur un indicateur qui se veut récent. Oups. Donc là, voici un exemple dans la méthodologie. Donc on va regarder un peu plus en détail pour comprendre en fait comment c'est calculé, comment est-ce qu'on fait pour, en fonction de 2 sous-indicateurs, donc 2 données, on arrive à la fin avec une belle carte et des pays bien classés. Donc regardons par exemple d'abord sur la droite, on regarde les contributions financières de chaque État à l'ONU. Donc d'abord on regarde, donc, je ne sais pas si vous savez, les pays dans l'Organisation des Nations Unies doivent payer des contributions obligatoires. Donc on commence à regarder, est-ce que le pays a bien payé sa contribution pour les missions de maintien de la paix de l'ONU? Et s'il l'a payé, est-ce qu'il l'a payé plus, moins? Et c'est comme ça qu'en fait ils vont décider que l'indicateur est élevé ou moins élevé. Donc par exemple, si vous avez payé, vous avez 2, si vous avez payé X% plus, vous allez avoir un niveau plus élevé, etc. Et si on prend donc ça c'est une donnée de type quantitative, on compte combien d'argent on a donné à l'ONU. Mais prenons notre exemple, par exemple, est-ce que c'est facile d'acheter des armes légères dans un pays? On est bien d'accord, vous n'allez pas aller voir votre dealer local et leur demander un tableau comptable du nombre de pistolets qu'il a vendus. C'est un peu ridicule. Donc comment on fait? C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes dans ces pays, des spécialistes qui vont regarder ces pays et qui vont ensuite donner une estimation. Et pareil, ils vont donner une note de 1 à 5. Est-ce que Donc c'est des chercheurs, des gens qui sont sur place ou qui observent le pays, qui vont dire là c'est limité, très limité. Donc évidemment, il y a des discussions avec, c'est pas unilatéral, mais mine de rien, ça reste un choix. Et on va regarder. Et donc maintenant qu'on a tous ces indicateurs, donc 23, vous allez leur donner une note, donc 1, 2, 3, 4, 5. Comment on fait pour avoir à la fin le calcul final? Je crois que j'ai une slide. Magnifique. Donc il différencie en 2 P, la P interne et la P externe. Déjà, je ne sais pas si vous voyez tout en haut, c'est pas 50-50, c'est 60-40. Pourquoi? Parce qu'il considère, c'est un choix, que la P interne est un facteur sur la P externe, et qu'un pays qui est moins en paix et moins stable dans son rapport interne a plus de risques de rentrer en guerre à l'international. Mais pareil, tout ça c'est un choix, c'est des gens qui ont décidé que c'est comme ça, c'est pas naturel. Une fois qu'on a choisi cette proportion, on donne des notes de 1 à 5 de l'importance qu'a cet indicateur pour l'indicateur final. Et je ne sais pas si vous avez vu derrière, vous voyez, si on regarde, il y a indicator weight et pourcentage du total d'index. Ça veut dire que la contribution du maintien de la paix et de l'ONU, c'est 2,8% sur l'ensemble de l'indicateur.
Donc, mais c'est un choix, c'est pas naturel. J'ai répété 2 fois. Et donc une fois qu'on a fait ce calcul, on aura un classement. Comme on a vu avec la présentation de Branislav, on a une note, et cette note, ensuite, on peut la mettre dans un tableau et décider que la Suisse est au-dessus que la Norvège, etc. Et en comparant chaque année, c'est comme ça que vous obtenez, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez des fois des pays qui perdent en grade, qui perdent en P. Et c'est comme ça qu'on évolue chaque année. Maintenant, je vais vous donner un exemple très concret. Donc, je vais vous laisser regarder cette carte sur le sous-indicateur dépenses militaires, donc pourcentage du PIB. Vous avez en noir, je pense que ça rend en noir, en fait c'est du vert foncé, ça veut dire que le pays est très en paix, en vert le pays est en paix, en jaune c'est moyen, en orange, etc., etc. Donc, je vous laisse regarder 20 secondes, et s'il y a des gens qui ont des commentaires tout de suite à me faire, ce serait parfait. Quelqu'un a quelque chose à dire sur cette carte? Non? Ah, allez-y. Pardon? C'est cette année. Ah, pourquoi? Ah, voilà. Exactement ce que je voulais en dire. Je vous remercie pour vos interventions. Donc, comme vous avez vu, cette dépense, ce sous-indicateur, cette note, est donnée par rapport au pourcentage du PIB. Et si je vous donne le pourcentage du PIB des États-Unis, enfin le pourcentage du PIB des États-Unis alloué à son armée, en fait c'est 3,45%. Et donc on décide, on dit ok, très en paix, donc la note de maximum, c'est quand on dépense entre 0 et 2% du PIB à son armée, et la note donc en vert, c'est entre 2 et 4%. Mais vous l'avez tout de suite compris, en fait, les États-Unis, même si c'est 3,42% du PIB qui sert à dépenser son armée, en fait, c'est un budget de 1000 milliards de dollars, soit 60% du pourcentage mondial. Donc, en fait, ça veut dire que quand on décide du sous-indicateur, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il y a des choix qui sont faits. Et là, en prenant cet exemple, on voit bien que dire que un pays qui a beaucoup, enfin, choisir comme catégorie le pourcentage du PIB, ça peut amener à des choses un peu curieuses. Et ils auraient pu choisir autre chose, ils auraient pu choisir le pourcentage du PIB dans la part mondiale, mais c'est un choix qui a été fait. Ça, c'est la carte globale. Et donc, ce que j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Là, je vous présente la carte donc, de cet indicateur, et la slide suivante, ce sera celle de Normandie pour la paix, et on va comparer les deux. Donc, comme Branislav l'a dit, en fait, il y a l'indice Normandie pour la paix utilise en partie les données du Global Peace Index. Mais avec des mêmes données, vous allez voir qu'on peut voir des résultats différents, qui résultent, encore une fois, de choix, de tambouilles, de recettes de cuisine qu'on fait avec ces données. Est-ce que cette carte questionne, vous surprend? Est-ce que vous avez des choses à dire déjà? Non? Eh bien, passons à la suivante. Donc ça, c'est la carte Normandie pour la paix. Donc vous voyez pas très bien, mais je vais vous donner le classement à l'oral, comme ça vous l'avez. Donc en premier, on a Suisse, ensuite Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Australie, Maurice, Canada, Uruguay, Malaisie, l'Europe, Singapour, Corée du Sud, Kosovo, etc., etc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Sinon, je continue. Hein. Ah, pardon, allez-y. Eh ben, c'est une très bonne réflexion, c'est un choix. Ça veut dire que le Forum Normandie pour la paix a décidé d'agréger l'Union européenne, considérant que ça faisait partie d'un tout, alors que dans cet indicateur-là, on a décidé que chaque pays avait le droit à son indicateur. Mais peut-être que Branislav peut nous éclairer sur la raison pour laquelle
ça a été le choix de faire l'Union européenne et pas les pays de manière indépendante? C'est assez simple. C'est-à-dire comme nous sommes Parlement européen, donc nous traitons l'Union européenne comme l'ensemble et de fait, nous avons décidé de mettre une note globale pour l'Union européenne. Voilà. Super. Donc, merci Branislav. Donc, en conclusion, vous avez vu qu'avec les mêmes données, on peut avoir différentes représentations et que les indicateurs sont une construction sociale qui donne une représentation du monde, mais en fait, c'est une représentation du monde parmi d'autres. Et donc, du coup, l'objectif, donc en fait, ça résulte de choix, et ce sont des choix qui sont par définition subjectifs. Si je peux me permettre d'ajouter un petit mot en fait à cette conclusion, l'idée d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'était, je vais le répéter encore une fois, mais de montrer qu'il y a un processus de mise en chiffre. Quand vous croisez n'importe quel indicateur, ce processus de mise en chiffre, il est toujours là. Et que c'est une représentation parmi d'autres. Et en fait, on aurait pu aussi choisir d'avoir un angle un peu plus critique sur ces chiffres, sur ces questions de classement, de pourcentage, mais je me dis que peut-être vous avez déjà une idée de la manière dont ces classements peuvent être utilisés politiquement, instrumentalisés. Peut-être que vous voyez un peu des points critiques maintenant qu'on vous a exposé toutes les successions de choix. Est-ce que vous voyez à quoi ça peut servir des indicateurs, par exemple, quand on est un pays ou quand on est une organisation comme l'Union européenne? À quoi ça peut servir, à votre avis, de faire un indicateur? Pourquoi est-ce que cet entrepreneur de la tech s'est réveillé un matin et s'est dit, là pour le coup, ah bah je vais faire un indicateur sur la paix parce que j'ai les ressources pour. À quoi ça sert en fait, à votre avis, dans les relations internationales? On a vu les choses très évidentes, donc comparer les pays, évaluer une situation, mais en fait, est-ce que vous voyez un point un peu plus critique qu'on pourrait faire à ces indicateurs et ces classements? Je suis sûre que vous avez une idée. J'ai déjà un peu donné des petits éléments là. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. On discute. Je vais dire une chose, que au moins on peut décider où il faut parler pour les vacances. Parce que si vous prenez les classements, bon, on ne va pas faire les vacances au Mali ou au Yémen. C'est trop dangereux. Non? Mais est-ce qu'on a besoin de l'indicateur pour le savoir? C'est mieux. Parce que, justement, pour moi-même, il y avait des pays où j'imaginais que c'est assez dangereux, mais finalement, ils se placent assez haut. Je dis un exemple, Vietnam. Donc, Vietnam, dans notre classement, cette année, c'est 16. Et c'était toujours parmi les 20 pays les plus sûrs. OK? Intuitivement, je ne dirais pas que c'est un pays si bon classé. L'autre pays, Albanie, Monténégro, 20e, Costa Rica, 23, ou Uruguay, comme on a dit, c'est 8e. Donc, déjà, ça pourrait donner l'idée, comme quelqu'un l'a dit, c'est des pays assez sûrs, assez solides pour l'investissement. Ou même c'est les pays assez sûrs, assez solides si vous voulez acheter une maison de vacances, par exemple. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir à ma question par ailleurs, ou est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse? Mais c'est un peu plus intéressant si c'est vous qui participez quand même. Par exemple, je suis la présidente de la République et je décide que mon ministère des Affaires étrangères va faire une liste des pays en paix et des pays les plus sûrs. En troisième position se trouve la France. Ça serait quand même intéressant, non? Pourquoi est-ce que j'aurais intérêt à faire ça? Oui. Domestique, vous voulez dire en interne? Les citoyens? Vous vouliez dire quelque chose? Ok. Ouais. Pour le commerce? Ouais. Ah.
J'ai cru. Ok, je vous dis là où je veux vous amener et après on discute et on passera à la session de questions-réponses. En fait, c'est des indicateurs qui sont principalement utilisés à des fins de légitimation. Ça veut dire qu'on va essayer de légitimer une action ou de légitimer son pays sur la scène internationale. On peut légitimer une décision. Notamment, il y a beaucoup d'indicateurs qui ont en fait été mis en place ces dernières années parce que souvent, c'est mieux vu de justifier une décision politique, donc un choix qu'on va faire en tant qu'homme ou femme politique, avec des chiffres. Pourquoi ? Parce que ça a l'air plus scientifique, ça a l'air plus objectif. C'est se dire, bon, bah, en fait, mon choix repose sur cette carte que vous avez vue et le pays est en rouge, donc ça justifie, par exemple, qu'on n'investisse pas particulièrement dans ce pays, qu'on coupe nos relations avec ce pays. Je vous schématise la chose, c'est jamais aussi évident, d'accord ? Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité, mais je grossis le trait pour que vous compreniez l'argument. C'est des outils qui sont utilisés à des fins de légitimation. Par exemple, dans mes travaux, là où j'ai étudié l'utilisation, vous savez, je vous ai dit, des chiffres par les militaires et les diplomates. En gros, ce qu'ils me disaient, c'est que eux, les chiffres, ça ne les intéresse pas beaucoup, a priori, mais que quand ils avaient une analyse d'un pays et qu'ils voulaient légitimer leur analyse auprès de leur chef, ils vont utiliser des chiffres, et en fait, quand ils utilisent des chiffres, ils sont plus écoutés par leur chef, parce que ça leur donne l'air plus objectif, alors que pourtant, ils ont l'expertise établie sur le pays. Par exemple, un spécialiste, je ne sais pas, du Soudan, qui va dire, bah, en fait, je trouve que la situation se dégrade. Dans les informations que j'ai, qui sont par ailleurs plutôt qualitatives, on s'intéresse plutôt à des informations qualitatives quand on est diplomate, donc ça va être des retours d'ambassade, des journaux, etc., du renseignement aussi. Mais parfois, ça passe pas la barre. On va essayer de dire, bah, moi, ça m'alerte un peu la situation, et en fait, on va pas forcément être écouté par sa hiérarchie, et donc il m'explique que utiliser des chiffres, ça permet tout de suite d'attirer l'attention. Et pareil, vous avez vu, c'est assez didactique. On a des classements, des cartes avec des couleurs. En fait, ça permet a priori de comprendre le monde facilement. Mais, et c'est là que je reviens à la conclusion, c'est une représentation du monde parmi d'autres. Donc en fait, c'est une compréhension spécifique. Et qui n'est pas forcément une compréhension exhaustive, etc., etc. Voilà. On va passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, et nous avons des réponses peut-être sur ces questions de tout. Vous pouvez aussi poser des questions plus générales sur les chiffres, sur la guerre, la paix, etc. Oui. On va juste attendre. Ok. Sinon on n'entend pas. Ok, ça marche. C'est bon ? Ouais. Ok, donc j'ai une question pour vous. Ah bah du coup je vous entends plus. Ouais, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Faut que vous le gardiez. Vous avez défini la guerre comme étant un conflit armé. Du coup, dans le cyberespace, est-ce qu'on peut parler de guerre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, je pense que non. Alors, c'est une très bonne question. Disons que on va beaucoup entendre le terme de guerre dans le cyberespace, de nouvelles guerres, de nouveaux espaces de guerre. En fait, il y a un débat depuis longtemps dans la littérature qui se demande si il n'y a pas une évolution des formes de conflit et que donc il faut quand même considérer tout ce qui se passe dans le cyberespace comme une guerre. Je dirais que c'est une question très débattue. Moi, je suis partisane de dire que non, mais il y a d'autres auteurs et autrices qui vont défendre l'inverse et qui vont dire que bah, si, il faut avoir une vision avec son temps de la guerre et que en fait, le cyberespace constitue un nouvel espace de combat qui est juste pas un espace de combat conventionnel avec des chars et des pistolets. Mais voilà, c'est un débat qui n'est pas réglé en fait et qui n'est pas résolu. Nous, au Parlement européen, nous considérons cyberespace et cybersécurité, oui, comme domaine de paix et de la guerre. Et par ailleurs, c'est un de nos 11 sous-indicateurs cybersécurité. Donc, quand vous prenez, je peux vous donner ma copie, c'est déjà le deuxième sous-indicateur cybersécurité. Donc là, je suis en petit désaccord avec ma collègue. Il y avait une autre question aussi à droite.
Bonjour, donc moi j'aurais aimé comprendre pourquoi la France n'était pas classée de la même façon que l'Allemagne, l'Italie et la Belgique sur l'indicateur ONU, alors qu'effectivement il y a un indicateur synthétique pour l'Union européenne. Qu'est-ce qui fait que c'est plus à risque en France qu'en Allemagne ou en Italie ou en Belgique ou en Espagne? Attendez, je vais vous remettre le... C'était plus facile. Voilà, elle est jaune. Eh bien, parce que les deux indicateurs n'utilisent pas les mêmes sous-indicateurs. Et donc, en fonction de ce qu'on va mettre et comment est-ce qu'on va le calculer, on n'aura pas la même... Après, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi est-ce que la France spécifiquement. Pourquoi la France est dans cette situation? Mais si ça vous intéresse, tout est disponible en ligne et vous avez par pays les classements et le détail. Je n'ai pas regardé spécifiquement la France, pourquoi est-ce qu'elle est là, mais par exemple, elle est dotée d'armes nucléaires, tandis que l'Espagne ne l'est pas. Donc ça peut être une piste de réflexion. Ça, c'est pas plus à risque quand on a l'arme nucléaire que quand on l'a pas, il me semble. Eux considèrent que si, justement. Ouais, si je peux ajouter quelque chose sur la question, ça te dérange pas, Thomas? Ok. En fait, il y a quand même maintenant beaucoup de débats sur le fait que l'arme nucléaire rend le monde plus sûr. C'est une idée qui a fait, en effet, on va dire, un peu son temps. Il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses maintenant qui montrent à quel point c'est dangereux d'avoir une arme nucléaire, pas du tout enfin plutôt à un niveau micro, donc par exemple qui vont mettre en évidence le rôle de la chance dans l'évitement des crises nucléaires et pas du tout une rationalité supposée des décideurs, parce que quand on imagine que l'arme nucléaire stabilise les relations internationales, on imagine un modèle là où les décideurs sont parfaitement en conscience de ce qu'ils font et savent parfaitement ce qu'ils font. Je pense qu'on a plusieurs exemples aujourd'hui qui montrent que les décideurs ne sont pas forcément rationnels par ailleurs, même s'ils l'ont, à vrai dire, en fait, jamais été. C'est des modèles aussi qui sont établis par des chercheurs en relations internationales, je me compte dedans, hein, pour simplifier un peu la chose, et aussi des théoriciens militaires sur l'arme nucléaire. Et en fait, maintenant, on est un peu revenu de cette idée. J'ai mentionné le risque de la chance dans l'évitement des accidents et des crises nucléaires. La crise de Cuba, je ne sais pas si vous connaissez la crise de Cuba, vous l'avez étudiée un peu en cours. Par exemple, il y a maintenant des études qui montrent très bien que ça s'est parfois passé à vraiment pas grand-chose. C'est une décision d'une personne dans un sous-marin qui décide de ne pas répondre parce qu'il se dit que l'alerte qu'il a reçue, c'est peut-être pas une alerte qui est véritable parce qu'il trouvait ça bizarre. C'est quand même pas du coup passé à grand chose. C'est-à-dire que si cette personne n'avait pas fait preuve de sang-froid, c'était la guerre nucléaire. Et la guerre nucléaire, c'est la destruction de l'humanité, sans vouloir être alarmiste. Donc voilà, si ça répond un peu à votre question. Donc le classement, c'est juste parce que la France a l'arme nucléaire qu'on est moins bien classé que les autres. Non, je pense que là, ce qui se passe, c'est que Thomas, il montrait, en fait... Alors... Ça c'est le Global Peace Index, donc qui est un autre indicateur qui a été développé en Australie. Donc là, il n'y a pas d'Union européenne, c'est les pays de l'Union européenne de manière générale. C'est pour ça que c'est différent du coup de l'indice Normandie pour la paix. Ça, c'est bon. Par contre, c'est en jaune, oui, très probablement, parce que je pense que la question nucléaire doit jouer beaucoup, mais le Royaume-Uni est aussi une arme nucléaire, et en fait, il est en vert. Donc... ça va dépendre de l'agrégation des différents indicateurs. Il faudrait regarder dans le détail. Mais c'est une bonne question. Oui, par exemple, tout à fait, ça compte. Oui, après, je pense qu'au Royaume-Uni, ils ne sont pas en reste non plus sur la répression policière, donc, mais je suis avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Bonjour. Donc pour construire vos indicateurs, vous avez besoin de données, je suppose, quantitatives. Est-ce que les données dans le domaine militaire sont si accessibles que ça pour un certain nombre de pays mondiaux ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais à ce niveau-là ? Voilà. Peut-être que Branislav peut répondre, puisque lui-même crée ses indicateurs. Donc, d'habitude, évidemment, ça dépend des données, mais il y a des classements assez, je dirais, crédibles, notamment par un institut suédois qui s'appelle CIPRI. Et puis, il y a aussi d'autres indicateurs des Nations Unies dans le domaine militaire,
Ou, par exemple, il y a un collègue qui a posé la question sur la cybersécurité. Là, il y a des données de l'Union internationale des télécommunications. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui sont assez crédibles. Là, je n'ai pas de doute. Bon, évidemment, il y a aussi des données qui sont classées, mais qui ne rentrent pas dans nos indicateurs. Et pour bien connaître la méthodologie du CIPRI, puisque ça faisait partie des personnes avec qui on a fait des enquêtes dans le cadre du programme de recherche dont j'étais membre pour ma thèse, oui, il leur manque plein de données. En fait, ils construisent des modèles pour pallier à ce manque de données, ou par exemple, quand des données ne sont pas comparables entre elles, ils vont établir juste des calculs pour établir, parce que en fait, les dépenses militaires, même en pourcentage du PIB, c'est un calcul qui est national. Donc en fait, rien que cet indicateur-là, qui est censé du coup être celui qui est un peu le plus utilisé pour jauger la puissance militaire d'un pays, ça va dépendre. Donc il y a des calculs pour lisser ces différences, pour lisser les potentiels manques de données. Par contre, en effet, tout ce qui va être classifié, du coup, ne rentre pas dans les indicateurs. Mais j'aurais pas d'idée exactement de ce qui est classifié en revanche. Encore un petit ajout sur, je dirais, la difficulté de comparer les données et des données. Je donne deux exemples, les États-Unis et la Fédération de Russie. Okay? Donc on voit que le budget de la défense, donc au ministère de l'Armée, est très élevé aux États-Unis. Mais on oublie qu'un tiers du budget, c'est pour les vétérans. Vous voyez, par exemple. Donc, l'autre exemple, il faut voir combien ça me coûte de construire un tank en Russie avec intégration verticale du système, avec le main-d'œuvre peut-être 5-10 fois moins bien payé, etc. etc. Donc, donc là, évidemment, on peut prendre des données qui sont comparables, c'est un dollar des États-Unis, mais en même temps, si vous êtes un analyste ou un chercheur, il faut interpréter ces données. Pour moi, je dirais, donnons, $1 milliard de dépenses en Russie, pour moi, c'est équivalent peut-être 8-10 milliards aux États-Unis par rapport aux forces de frappe que vous pouvez en tirer. Hein. Voilà. Alors bonjour, déjà merci pour vos réponses et vos explications. Et nous, on aimerait savoir comment on peut décrire les guerres d'indépendance, comme en Indochine ou en Algérie. Est-ce qu'elles sont des guerres intra-étatiques dans le pays ou inter-étatiques entre États? Car c'est deux territoires différents, mais sous domination coloniale. Merci. Eh bien, elles ont leur propre catégorie qui s'appelle les guerres coloniales. D'un côté pour les États coloniaux et de l'autre des guerres d'indépendance pour les États qui se défendent. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la qualification d'une guerre ou d'un conflit avec les termes qu'on va utiliser, guerre civile, guerre interétatique, guerre d'agression, qu'on entend par exemple quand il s'agit de la guerre d'Ukraine, c'est des qualificatifs aussi qui vont dépendre de qui parle. Et donc là, je dirais, en tout cas, dans la littérature que je connais, ce qui représente une partie des études sur la guerre, mais pas toutes, on appelle ça des guerres coloniales ou des guerres d'indépendance. Voilà. Là, juste une petite ajout, peut-être intéressant pour vous, c'est que on pourrait prendre l'exemple de la dissolution de la Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Donc, le cas de la Tchécoslovaquie, c'était une dissolution à l'amiable, il n'y avait aucune guerre, ni rien, c'était un accord international et déclaration d'autonomie de la Slovaquie par rapport à la Tchécoslovaquie. Ça s'est passé sans aucun mort. Par contre, on pourrait parler même de la guerre, de la dissolution de la Yougoslavie. Donc, parce que là, il y avait eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Et là, c'était une guerre presque chacun contre tous. Il y avait eu des Croates qui se battaient contre les Serbes, les Slovènes
qui se battaient contre les Serbes, les Bosniaques contre les Croates et à la fois les Serbes, les Kosovars contre les Serbes. Donc, oui, on peut dire que ça dépend de point de vue, et aussi ça dépend, je dirais, de l'époque où on se situe. Parce que, évidemment, on peut parler de la guerre de libération de Bolivar, Simon Bolivar, et la création de la Grande Colombie par rapport au royaume espagnol. Il y a une autre nature de cette guerre que, par exemple, le cas d'Algérie, qui n'était même pas la colonie, c'était un département français, l'Algérie, officiellement. Donc, voilà, il faut voir cas par cas. C'est difficile de généraliser. Il est l'heure. Une dernière question éventuellement. Sinon, on vous libère. Oui, dites-moi. Moi, ma question, du coup, c'était est-ce que des pays qui ne sont pas en conflit armé, mais qui ont des indicateurs de paix très bas, peuvent être considérés en guerre, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? C'est une super question. En plus, ça va permettre de conclure parfaitement. Non, ils ne seront pas considérés en guerre. Par contre, ils n'auront pas atteint un haut degré de paix positif. En fait, vous répondez dans votre question, enfin, vous avez la réponse dans votre question. Vraiment, pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait un affrontement armé. Voilà. Merci. Ah, pardon. Juste, je sais, je me doute que vous avez envie d'aller profiter dehors, mais là, on reste là 10 minutes. Si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser, des choses sur lesquelles vous avez envie de nous interroger, n'hésitez pas à venir nous voir. Passez une très bonne journée.